Salut tout le monde! Bienvenue à la premier épisode de mon Creepcast, un podcast qui va durer 5 semaines à tous les samedis du mois d'octobre, parce que mois d'octobre, mois de l'Halloween, ça fait que ça va être un podcast concentré sur les films et séries d'horreur dont je vais vous suggérer à écouter, question de vous mettre dans l'ambiance de l'esprit du temps d'Halloween. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que cette année, 31 octobre, jour de l'Halloween, tombe aussi un samedi où on va faire bien sûr un épisode spécial pour célébrer l'événement. Merci à tout le monde qui sont là pour écouter. Merci à tout le monde qui m'ont fait des suggestions, qui me supportent dans le projet. Merci à Stéphane Lévesque pour l'idée du titre parce que j'avais mis sur ma page Facebook couple de semaines passées que je cherchais des suggestions pour un titre de podcast à base d'horreur. Puis c'est ça, il y a plusieurs de mes amis m'ont envoyé des suggestions, mais j'ai trouvé que Creepcast était la meilleure. Même j'ai fait sûr d'aller sur Google checker qu'il n'y avait pas d'autre chose qui s'appelait dans ce genre-là. Il y a un Creepycast aux États-Unis, mais pas de Creepcast. Ça fait que tout va bien, je devrais pas me faire souiller avec ce titre-là. Mais l'idée, c'est pas pour moi de faire de l'argent avec ça, c'est juste pour avoir du fun, puis je sais pas mal tout ça. Juste avoir du fun, c'est ça. Fait que oui, chaque épisode du podcast va être différent tous les semaines. Ça va être des thèmes différents comme la semaine prochaine, on va parler des films originaux versus les remakes, parce que oui, il y a des films, il y a des classiques qui ont marqué notre enfance, qui ont marqué notre adolescence, qui font partie de la culture de tous les jours. Mais il y en a quand puis on fait des remakes, des versions quand mises à jour, si on veut, de ces classiques-là, puis on va voir si il valent vraiment la peine ou si c'était une perte de temps de faire ces remakes-là. On va aussi avoir un unboxing du coffret Friday the 13th qui sort le 13 octobre prochain. Ça va être fait par une compagnie qui s'appelle Shout Factory, donc je vais vous en donner plus de détails de cette compagnie-là parce que c'est une compagnie qui est excellente côté production de films Blu-ray. Ça va être tous les films de Friday the 13th avec bien sûr Jason Voorhees. Ça fait qu'on va découvrir ça. Shout Factory actuellement qui met vraiment le paquet quand ça vient justement à tout le packaging si on veut de leurs produits. On va aussi parler de streaming, les films d'horreur ou séries d'horreur que vous pouvez écouter sur des sites comme Netflix, Amazon Prime ou Crave. Si vous n'êtes pas du genre à vous acheter des Blu-ray ou 4K ou DVD. Puis aussi, on va avoir un épisode qui va être consacré à John Carpenter, maître de l'horreur, bien sûr, à qui on doit le film Halloween. Mais pour ce premier épisode-là, on va commencer ça assez light, assez léger. Étant donné que je suis humoriste, j'aime ça faire de l'humour. J'aime regarder des comédies. Ça fait quel beau mix quand on trouve comédie et horreur dans le même film. Ça fait que je vais vous parler de 2 trilogies, puis un film qui est vraiment un de mes préférés. Puis ça fait qu'en passant, que ce que je vais vous donner là, c'est juste mes suggestions personnelles à moi. C'est pas que ce que vous devez absolument vous garocher et écouter dessus. Mais je pense que ce que je vais vous offrir, c'est des choses qui ont été très populaires à l'époque. Pour la majeure partie, parce que j'ai des goûts assez particuliers. Mais c'est aussi, en 5 semaines, je pourrais pas tout couvrir tout ce qui est dans le monde de l'horreur. Mais on ne sait jamais. Si ça marche pour le mois ici, si c'est assez populaire, peut-être que le Creepcast va venir pour une saison 2 en 2021. On ne le sait pas. Mais là, on va parler justement de la première trilogie. Je pense que là, si vous êtes un fan de l'horreur, c'est sûr que vous connaissez, c'est sûr que vous l'avez vu. Mais pour les gens qui peut-être ne l'auraient pas encore vu, je vous le recommande fortement. Avec le premier film de la trilogie, The Evil Dead, paru en 1981, qui avait été dirigé puis écrit par un Sam Raimi. Puis là, tous les amateurs de films d'horreur, pas de films d'horreur, mais de films de super-héros, là, vous reconnaissez le nom, bien sûr, parce que c'est lui à qui on doit la première trilogie des films Spider-Man parus au début des années 2000, qui m'avait en vedette Tobey Maguire. Puis depuis ce temps-là, ça a pas mal été la base et la façon de faire les films de super-héros, que ce soit pour Marvel et DC. Mais à l'époque, il était relativement inconnu, puis c'était un film à vraiment très bas budget. Puis ça mettait aussi en vedette Bruce Campbell dans le rôle iconique de Ash Williams. Mais à cette époque-là, je pense pas qu'il savait qu'est-ce qu'il créait. Mais le film Evil Dead, ça raconte une gang d'amis qui sont loués un chalet bien loin dans le bois pour avoir une fête de semaine ensemble. Puis ils trouvent dans le sous-sol à un moment donné le Necronomicon, The Book of the Dead, qui ressemble un peu à ça, mais ça c'est pas le lit, c'est juste un coussin. Puis avec ça, là, c'est ça. C'est là que la mort part, si on veut. Puis je pense pas qu'au début, c'était l'idée de faire une comédie avec ce film-là, mais c'est juste que c'est tellement over the top. C'est des jeunes acteurs puis actrices qui n'ont pas vraiment le meilleur d'expérience. Ça fait qu'ils
Souvent, il va aller overacter. Étant donné qu'il n'y avait pas de budget, les effets spéciaux sont c'est assez cheesy. Ça fait que ça donne de quoi qui vient assez rigolo, qui te fait plus rire que faire mais quand même, ça marche quand même bien parce que c'est quand même un classique dans le monde des films d'horreur qui est quand même côté rating, c'est NC-17. Là, tu sais, t'as PG, PG-13, Rated R, puis NC-17, ça veut dire, là, fais bien attention, là, c'est quelque chose. Mais c'est vraiment un film que moi j'ai beaucoup aimé. Puis je pense que tous les fans d'horreur en général apprécient beaucoup. Puis ça nous a donné après ça une suite en 1987, le film Evil Dead 2, qui a le sous-titre Dawn by Dead, coupe de place, mais on dirait, je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est comme, je sais pas si c'est non officiel ou officiel, des fois ça apparaît, des fois ça apparaît pas. Mais ce film-là a eu un plus gros budget parce que Stephen King, qui à l'époque travaillait sur son propre film Maximum Overdrive, avait réussi à convaincre la compagnie qui finançait son film Maximum Overdrive à financer Evil Dead 2 parce qu'il a toujours été un grand fan du premier Evil Dead. Puis celui-là, vraiment, là, on voit plus le côté comédique. Justement, dans cette histoire-là, avec, encore une fois, un film qui a été dirigé par Sam Raimi, puis écrit avec Sam Raimi et dénommé Scott Spiegel. Celui-là, c'est souvent vu un peu comme un genre de remake à cause que Sam Raimi n'avait pas les droits du premier film pour montrer les images. Il a joué de refilmer certaines scènes, puis c'est comme ça fait que ça a un effet assez différent. Puis le monde, en général, pense que c'est vraiment un autre film qui efface le premier, mais non, c'est vraiment une suite au premier Evil Dead. Pourquoi Sam Raimi n'avait pas les droits à son propre film? J'imagine que c'est comme les groupes de musique qui vont signer avec des compagnies de disques, puis les compagnies de disques vont les fourrer en disant, OK, ben, si tu veux un contrat, donne-nous tes droits de chanson, puis si tu veux réaliser ton projet, tu veux réaliser ton rêve, ça fait que tu signes n'importe quoi. Puis je pense que c'est peut-être un peu de ce côté-là. Puis le film, qu'est-ce qui est assez particulier à la fin, où Bruce Campbell, mais Ash Williams, lui, est apporté dans le passé, l'année 1300 avant Jésus-Christ, je me trompe pas. AD, il me semble que c'est ça que c'est. Puis ça finit là, ce qui nous apporte à la troisième film qui complète la trilogie. C'est le film Army of Darkness, qui celui-là a eu quand même beaucoup de problèmes côté réalisation puis production. Le film qui a été, je pense, qui a été repoussé d'au moins un an avant sa sortie. Parce que Universal avait une dispute avec la compagnie qui finançait justement ce film-là aussi, comme ils ont financé Evil Dead 2. C'était même pas rapport avec ce film-là, c'était une dispute à savoir c'est qui avait le droit du personnage de Hannibal Lecter dans Silence of the Lamb. Ça fait que le temps qu'ils négociaient ça, bien sûr, ça a été repoussé, c'est que beaucoup déçu Bruce Campbell. Mais ce film-là, c'est vraiment là qu'on voit la formation complète du personnage de Ash Williams. Tu vois vraiment là, c'est là qu'il y a tous ces one-liners, là, Hail to the King Baby, This is my boomstick. Ces affaires-là, c'est là vraiment, on voit la définition du personnage qui est une espèce de gars qui s'en fout pas mal de tout. Lui, il veut s'amuser, prendre une drink, puis causer les femmes. Yes! Mais ce film-là aussi, il y a une couple de versions différentes parce que la première version qui a été filmée, c'est ça justement, il est dans le passé, il est dans l'année 1300. Puis à la fin, ben ça, il veut retourner dans le présent, mais qu'est-ce qu'il se passe de quoi? Puis il dort pendant trop longtemps. Puis quand il se réveille, là, il est dans un futur qui est tout. C'est l'apocalypse, puis ça finit même. Mais là, la compagnie Universal trouvait que c'était peut-être trop dark. Ça fait qu'ils ont refilmé la fin avec là où il est dans dépanneur, pas dépanneur, mais magasin d'épicerie qui travaille. Puis là, il y a encore des monstres qui l'attaquent, puis ça finit de même, juste pour dire que c'est la franchise Evil Dead, ça continue. Pourquoi pas Evil Dead 3? Universal, pour une raison ou pour une autre, voulait que le film se distance un peu de Evil Dead 1 puis 2. Ça fait que Sam Raimi, lui, il voulait appeler ça The Medieval Dead. La compagnie ne voulait pas vraiment. Puis il y a un gars du nom de Irvin Shapiro, si je ne me trompe pas, avait donné le nom de Army of Darkness. Sam Raimi n'était pas trop sûr s'il voulait aller avec ça, mais Irvin, qui est malheureusement décédé à peu près un an ou deux avant que le film est sorti, ben alors son honneur, il dit OK, ben, on va y aller avec Army of Darkness. Les fans, justement, les puristes, si on veut, de Evil Dead avaient au début vraiment pas aimé ce film-là parce qu'il chialait, c'est trop comédique puis pas assez horreur, mais
avec le temps, le film est devenu un classique et un film culte que tout le monde apprécie pas mal. Puis là, on pensait peut-être que ça allait être la dernière fois qu'on allait voir le personnage de Ash Williams, mais non! Parce qu'en 2015, il nous est revenu sous format série télévisée pendant 3 saisons. Il était censé avoir une 4e saison, mais je pense que la 3e saison, les codes d'écoute n'ont pas été assez bonnes. Ça fait que ça a été annulé pour cette valeur parce que ça avait fini en queue de poisson. Puis la 4e saison, de ce que j'ai pu voir, je ne vais pas trop vous donner de punch non plus parce que je veux que vous preniez le temps de les écouter. Ça a l'air excellent. Quoique c'est vrai que la 3e saison est peut-être pas aussi bonne que les 2 premières, mais côté production, j'ai été vraiment impressionné. Les effets spéciaux, les monstres là-dedans, ça paraît vraiment, vraiment bien pour une série comme ça. Première et 2e saison, c'est vraiment mes 2 préférés. Avec la 2e, où on rencontre le père de Ash Williams, joué par nul autre que Lee Majors. Peut-être pour les plus jeunes, ça vous dit rien ce nom-là, mais c'est lui, à l'époque, dans les années 70, début 80 peut-être même, faisait le $6 Million Man, un homme bionique qui avait eu, je pense, un genre d'accident, d'écrasement d'avion, quoi de même. Puis il l'avait reconstruit, puis là, c'est ça, il était fort, il était un homme bionique, finalement, c'est ça. Mais moi, Lee Majors, je le connais surtout pour son rôle de Colt Seavers dans The Fall Guy, où il jouait un gars qui était cascadeur par jour et bounty hunter le soir, puis il avait un gros pick-up brun qui était genre semi-Bigfoot, là. Mais en tout cas, puis c'est là, il est là, puis il joue le rôle de Ash Williams, puis on voit vraiment la ressemblance entre les deux, juste la façon dont ils ajustent. Non, ça donne des moments assez rigolos. Ça fait que pour la franchise Evil Dead, je vous recommande ça fortement. Même si c'est côté comédie, c'est pas vraiment pour les cœurs sensibles, surtout dans la série où les effets spéciaux se sont beaucoup améliorés parce qu'on a beaucoup plus de budget. Il y a des moments assez gory, ça fait que si vous êtes comme moi j'écoute les films d'horreur, c'est vraiment pour le suspense, pour le thrill, côté gore. Moi, ça, c'est pas de quoi que je vais chercher. Si je veux dire, c'est no, mais c'est pas. Quand je vais écouter un film, c'est vraiment pas la première chose que je vais aller chercher pour le gore, là, vraiment le dégueulasse d'affaire de même. Mais si c'est là, ben, c'est là. Oui, c'est un film d'horreur. Ça fait que non, c'est ça que je vous recommande comme première trilogie et série télévisée. Puis là, après, on se rend du côté de la Britannique avec premier film d'une trilogie qu'on appelle la trilogie Cornetto Trilogy. Parce que dans ces films-là, les personnages mangent toujours des cornets de crème glacée de compagnie Cornetto. Puis c'est vraiment comme la seule chose qui relie les 3 films ensemble parce que les 3 films sont des histoires différentes avec des personnages différents qui n'ont aucun rapport un avec l'autre. Et le premier, bien, un film paru en 2004, le film Shaun of the Dead, qui était bien sûr un jeu de mots sur le film de George A. Romero, Dawn of the Dead, qui était paru genre en 1978. Ce film-là, ça a été écrit et dirigé, ça a été dirigé par Edgar Wright, puis écrit par Edgar Wright et Simon Pegg, qui met aussi en vedette Simon Pegg et Nick Frost, 2 grands amis de longue date, qui ont fait dans beaucoup de films ensemble. D'ailleurs, c'est ces 2-là ici. Simon Pegg, qui joue le rôle de Sean dans ce film-là, et Nick Frost, qui joue le rôle de Ed. Simon Pegg, en passant, à ce que je sache, c'est le seul acteur dans l'histoire de l'humanité à avoir joué dans Star Trek et aussi dans Star Wars. Ça fait que c'est quand même impressionnant. Dans ce film-là, il joue le rôle d'un gars qui travaille dans un genre de Radio Shack, si on veut. Puis maintenant il n'est pas le gars le plus motivé. Puis il se tient avec son ami Ed, qui lui fait rien de sa vie. Il passe sa journée à jouer des jeux vidéo, puis aller boire au pub avec son ami Sean. Mais là, à un moment donné, c'est ça. Là, il se réveille un matin, puis l'apocalypse de zombies est commencé. Puis, comme je vous disais, c'était un peu... je dirais pas une parodie, mais c'est un hommage, je dirais, justement, à l'univers de George Romero pour l'univers des zombies. Puis, il a justement fait une écoute privée pour George A. Romero à l'époque. Puis lui, il avait tellement été impressionné par le travail de Nick Frost puis Simon Pegg, qui a donné un caméo dans son film Land of the Dead en 2005, où les deux jouaient des zombies. Mais pour venir à ce film-là, c'est vraiment... c'est comédie, mais quand même quelques moments touchants quand Sean s'aperçoit que sa mère a été mordue par un zombie, puis il sait qu'il va la perdre, puis qu'il doit
mettre fin à ses jours. Ça a été, pour une comédie, ce moment-là, c'est assez intense. Mais un film quand même qui est drôle, que j'aime bien. Puis surtout moi qui aime les comédies britanniques, ça fait Shaun of the Dead. C'est quoi que si vous êtes fan de zombies, je vous recommande quand même fortement. Deuxième dans cette trilogie de Cornetto, c'est le film Hot Fuzz, qui est pas mal un de mes films préférés de tous les films qui ont sorti dans l'histoire de Hollywood. Encore une fois, dirigé par Edgar Wright, écrit par Edgar Wright puis Simon Pegg, mais on va être Simon Pegg dans le rôle de Nicholas Angel et Nick Frost dans le rôle de Danny Butterman. Il fait assez intéressant. Nick Frost, sa condition pour jouer dans ce film-là, c'est qu'il nommait son personnage lui-même, qu'il trouvait un nom, puis que ça allait être ça dans le film. Puis il a été avec Danny Butterman. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais dans ce film-là, c'est Nicholas Angel, joué par Simon Pegg, qui est un policier qui est vraiment intense. Lui, sa job, c'est ça que c'est d'acide d'assaut. Il est un policier 24 heures sur 24, il n'est pas capable de décrocher. Il n'a pas d'enfant. Sa femme l'a laissé. Puis il est tellement intense qu'à un moment donné, le poste de police où il travaille, et écoute, dit tu travailles trop, tu nous fais paraître mal, ça fait qu'on on va t'envoyer un autre. Puis il l'envoie d'une petite ville britannique bien tranquille, puis il est vraiment pas content avec ça parce qu'il se passe rien. C'est le monde, tout le monde se connaît, tout le monde est de bonne humeur. Il n'y a juste pas d'action, puis lui, qui est tout le temps intense, qui est tout le temps on 24 heures sur 24, il trouve ça, c'est pas pour lui. Mais comment je dirais ça? C'est là que c'est la surprise. J'ai l'impression que j'ai arrêté sec. Mais la surprise, c'est que, justement, il se passe de quoi de croche dans ce petit village-là. À un moment donné, il y a du monde qui commence à mourir ici et là, puis mourir de façon assez rough. Perd la tête, c'est des ciseaux dans la gorge, explosion. Ça fait que lui, là, il se passe de quoi dans ce village-ci. Puis on dirait qu'il n'y a personne qui veut rien faire pour justement arrêter ça. Ben, il dit, cette personne-là, whatever, elle est morte un mois. C'est des choses qui arrivent. Puis comme, non, ça arrive, mais c'est pas supposé d'arriver, c'est des crimes, il faut qu'on règle ça. Puis là, c'est ça, c'est que, encore une fois, je ne veux pas trop vous donner trop d'informations sur le film pour voler le punch, mais l'histoire est vraiment bonne, c'est vraiment drôle. Si vous êtes fan de gore, vous êtes gâtés là aussi. Puis ça m'a aussi en vedette, comment il s'appelle lui? Timothy Dalton, peux-tu? Si je dis ça, j'ai-tu l'air intelligent si je dis Timothy Dalton? Lui qui faisait James Bond dans License to Kill dans les années 80. Il a un rôle là-dedans. Il y a aussi deux caméos. Peter Jackson, lui qui a fait les films Lord of the Ring, il y a un petit cameo où il joue le rôle de Père Noël d'une petite scène au début du film qu'il ne faut pas cligner des yeux, sinon vous allez le manquer. Puis il y a l'actrice Cate Blanchett quand Nicholas essaye de se réconcilier avec sa femme. Puis elle ne veut pas, elle est masquée parce qu'il est en train de travailler d'une une scène de crime, je devrais dire. C'est une crime de scène pareil. Puis il parle, puis finalement, non, ça va juste pas marcher entre les deux. Puis on ne sait pas c'est qui parce qu'elle a un masque, on voit juste ses yeux, mais ça donne que c'est Cate Blanchett. Ça fait que pour ce film-là, comme je vous le dis, c'est un de mes films préférés. Qui va aussi en vedette quand même Bill Nighy puis Martin Freeman. Ça fait que je vous le recommande fortement. Puis un autre de mes préférés qui termine la trilogie Cornetto, c'est le film de World's End. Puis celui-là, il est paru en 2013. Ça t'a passé. Puis ça, lui, pareil, c'est pas mal un de mes tops. En fait, que quand j'écoute Hot Fuzz, je dis Hot Fuzz, c'est mon film préféré des trois de la Cornetto Trilogy. Mais quand j'écoute The World's End, on dirait celui-là. Je dis non, c'est celui-là mon préféré. C'est vraiment c'est dur à me décider parce que c'est vraiment deux excellents films. Celui-là, par contre, zéro horreur. C'est comédie et science-fiction, mais je vous en parle parce qu'étant donné tant qu'à parler des deux premiers de la trilogie, pourquoi pas aller avec du troisième, surtout qui vaut la peine. Que ce que j'aime de ce film-là, c'est que le film, à un moment donné, out of nowhere, de nulle part, le film t'emporte, il tourne à gauche, tu le vois pas venir. Puis c'est vraiment ça qui est le fun de ce film-là parce que au début, c'est une gang d'amis qui ne sont pas vus depuis plusieurs années, décident d'aller à leur village natal pour faire un pub crawl, justement aller prendre 12 bières dans 12 pubs différents cours de la nuit. Puis là, justement, il y a de quoi qui se passe où il y a des extraterrestres qui essaient de prendre le contrôle de la planète, puis eux essayent d'arrêter ça. Ça fait que vraiment, c'est vraiment un bon film. Encore une fois, dirigé par Edgar Wright, écrit par Simon Pegg, puis Edgar Wright. Puis, on vedette, bien sûr, Simon Pegg.
oui, et Nick Frost dans ce film-là. Ça fait que c'est les deux trilogies dont je voulais vous parler, qui combinent comédie et horreur, mis à part The World's End, qui lui est juste comédie et science-fiction, mais quand même excellent. Je vous le recommande. Puis là, on va y aller avec mon film que je voulais vous parler. Là, je l'ai sorti, ce film-là? Je ne l'ai pas sorti. Bon, ça va bien. Ça fait qu'il va falloir que je vous revienne. Mais avec la magie du editing, ben, je vous reviens comme là. Et me voici de retour pour le dernier film que je vais vous parler aujourd'hui. Un de mon top des films dans la catégorie So Bad It's Good. C'est tellement mauvais. C'est mauvais d'un bout à l'autre, mais à quelque part, tu peux pas t'empêcher de regarder ce film-là. Puis c'est le film qui a été dirigé. Le seul film dont il a dirigé dans sa carrière par Stephen King, c'est le film Maximum Overdrive, paru en 1986. C'est un film qui parle d'un genre d'astéroïde qui passe à travers, pas à travers, mais qui passe proche de la Terre. Puis pendant son passage, tout ce qui est machine devient vivant puis décide de tuer tout le monde. Puis là, le gros problème, c'est bien sûr avec les gros transports. Puis là, on trouve une gang de survivants qui, justement, se vont aller dans le genre de cantine de garage au milieu de nulle part pour se cacher. Puis là, ils sont prisonniers avec les transports qui essayent de les tuer. Stephen King avait avoué pas longtemps après avoir fait ce film-là que à l'époque, il y avait justement un problème d'alcool, problème de drogue, puis qui était pas mal sur la cocaïne tout le long qu'il avait fait ce film-là, tout le long qu'il a réalisé Maximum Overdrive, puis la plupart du temps, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il y a plein d'affaires qu'il ne se rappelle même pas d'avoir fait. Même à un point où on lui a demandé pourquoi tu n'as jamais dirigé d'autres films dans ta carrière. Puis il a répondu, écoute Maximum Overdrive, puis tu vas comprendre. Mais à quelque part, c'est le fun. Il est le fun à écouter. Je sais que c'est pas bon. C'est pas bon. Mais il est le fun pareil. C'est divertissant. Tu ris, puis aussi tu aimes la musique parce que la musique, le groupe qui a fait le soundtrack, c'est nul autre que AC/DC, oui, avec l'album Who Made Who, paru la même année en 86, qui était le soundtrack officiel pour Maximum Overdrive, et même les petites tunes de background que tu entends, petite guitare, tout ça, c'est tout AC/DC qui joue ça. Le film aussi, mais on vedette Emilio Estevez, qui pendant les années 80 avait quand même une bonne carrière côté cinéma. A connu beaucoup de la popularité avec les films Mighty Ducks, puis là, après, plus grand-chose, I guess, mais à ce temps-là, il est assez populaire pour jouer dans Maximum Overdrive. Puis ça m'a aussi en vedette une jeune actrice du nom de Yeardley Smith. Yeardley Smith? Je sais pas si je le dis comme il faut, mais si le nom vous dit pas grand-chose, sa voix, ça va vous rappeler quelqu'un sortant, parce que c'est même mon garçon qui m'a fait remarquer ça. J'étais justement prêt à l'écouter une soirée, puis quand il a entendu Yeardley Smith parler, il est venu voir, puis il a regardé la télévision, puis il a dit « Ah! » Il dit « Je pensais que tu écoutais les Simpsons, parce que Yeardley Smith, c'est elle qui fait la voix à Lisa Simpson dans les Simpsons. » Fait que c'est quand même assez rigolo, puis parce que la voix de Lisa, c'est pas vraiment différent de sa voix de tous les jours. C'est pas vraiment a big stretch, comme qu'on dit. Le film aussi, met en vedette le gros transport que la face du Green Goblin, le méchant dans les films de Marvel, gros méchant habituellement de Spider-Man, que Stephen King avait payé beaucoup d'argent pour justement avoir le Green Goblin comme tête sur le devant du transport, qui était comme un peu le chef de la gang de toutes les autres machines qui tuaient tout le monde. Pourquoi il a fait ça? Ben, encore une fois, il était sur la coke, ça fait qu'il savait pas trop ce qu'il faisait, puis il dépensait de l'argent à gauche et à droite. D'ailleurs, tu peux voir Stephen King au début du film, quand il essaie de sortir de l'argent d'un guichet automatique, puis le guichet l'envoie juste chier. Ça commence un peu de même, le film. Ben oui, ça fait que ça donne une idée quel genre de film que c'est. C'est basé sur une petite histoire qu'il avait écrite dans les années 70, je pense, qui s'appelle Trucks. D'ailleurs, sur Amazon Prime, si vous l'avez, il y a le film Trucks qui apparemment serait plus fidèle à l'histoire que Stephen King a écrit à l'époque. J'ai pas encore pris le temps de le voir, de l'écouter, mais je vais l'écouter juste pour voir qu'est-ce que ça va être. Mais aussi mauvais que ça, je suis certain que ça l'est. Ça peut pas être glorieusement pire que ça. Parce que ça, aussi mauvais que ça l'est,
J'adore l'écouter assez régulièrement. C'est vraiment, comme je vous le disais, probablement mon film numéro 1 dans la catégorie So Bad It's Good. Fait que si vous voulez justement une soirée, si vous avez du temps à perdre une soirée ou que vous voulez écouter de quoi de mauvais, mais que vous allez peut-être apprécier pareil, Maximum Overdrive, c'est pour vous. Mais il faut faire attention. Parce que je pense que c'est peut-être une génération plus vieille que ça va toucher. Parce que moi, j'ai essayé de l'écouter avec mon garçon, mon adolescent. Puis en même pas 20 minutes, dans le film, il s'est levé. Puis il était comme... Ça fait pas de sens, ce film-là, que c'est ça. Ça fait que c'est ça pour le premier épisode du Creepcast. C'est ça, les films que vous allez trouver de la comédie mixée avec de l'horreur. Ça fait que si vous êtes justement nouveau au monde de l'horreur, ces films-là seraient peut-être pour vous, justement pour vous apprivoiser, pour aller peut-être dans le plus hardcore à un moment donné. Moi, ces films-là, c'est des films que j'aime beaucoup. Evil Dead, bien sûr, qui a marqué mon enfance. La trilogie, le Cornetto Trilogy, qui m'a plus marqué mon côté, mon temps adulte, mais des films que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Ça fait que la semaine prochaine, on parle original versus remake. Les films qui ont marqué, comme on va entre autres avoir parlé de Psycho, Night of the Living Dead, on va parler Village of the Damned, Crazies, puis sûrement un autre, deux films de plus, où on a des films originaux parus, que ce soit dans les années 60, 70, peut-être même 80, puis les films qui ont été faits plus récemment, voir si c'était une bonne idée de faire, oui ou non, ces remakes-là. Ça fait que j'espère vous revoir samedi prochain pour un deuxième épisode du Creepcast. Ça fait que là-dessus, je vous dis bye bye!